et messieurs, nous espérons que le concours de slam et poésie vous avez fait aimer le droit administratif. Nous allons maintenant passer aux différents thèmes de conférence. Donc, on a le thématique sur l'usage de la notion de service public par le juge du tribunal administratif d'Antananarivo, qui sera présenté par le président du tribunal administratif d'Antananarivo, Tianzanar Njiamalaz. Donc, monsieur le président, je vais vous donner la parole. Merci. Alors, comme vous le savez, je vais intervenir sur un sujet qui s'intitule l'usage de la notion de service public par le tribunal administratif, par le juge du tribunal administratif d'Antananarivo. Vous savez que malgré la multiplication des réglementations ces temps-ci, parfois très détaillées dans le domaine administratif, le juge administratif a toujours, de temps en temps, de temps à autre, à identifier les catégories juridiques dont le litige est porté devant lui. J'entends par cette expression catégorie juridique, parce que je n'ai pas trouvé mieux, les éléments de la matière administrative que vous connaissez déjà, le contrat, le domaine public, l'agent public, etc. Et le juge du TA d'Antananarivo n'est pas en reste dans cette nécessité de se livrer parfois à l'exercice en question. À cet égard, il a à sa disposition un outil hérité de l'arrêt Blanco qu'on appelle service public, sur la définition de laquelle je ne vais pas m'attarder. Nous partons du postulat qu'il utilise, c'est-à-dire que le juge administratif, le juge du TANA utilise cette notion. Nous partons de ce postulat. Et c'est la modalité donc, de cette utilisation des catégories juridiques qui est la caractérisation des catégories juridiques en cause, qui est l'objet de ma présente étude, et ce, en dépit de sa formulation qui peut paraître assez large. Je précise que j'ai pensé ce sujet par envie de parler d'un thème particulier, bien sûr, mais aussi de lever un peu le voile sur les productions de cette juridiction administrative de première instance d'Antananarivo, qui demeure, me semble-t-il, très mythique encore pour beaucoup d'observateurs. À partir de l'objet de l'étude qui a été précisée il y a un instant, la question qui vaille de notre point de vue pour traiter le sujet est tout simplement quel enseignement pourrait-on tirer des solutions formulées par le TA d'Antananarivo sur l'utilisation de la notion de service public pour identifier les catégories juridiques du droit administratif. J'annonce tout de suite que dans les décisions sélectionnées, jugements et ordonnances, le TA d'Antananarivo, à l'aide de la notion de service public, recherche dans ces jugements sélectionnés, le TA, à l'aide de la notion de service public, recherche la qualité d'agent public. Ça, c'est le premier échantillon. Qualité d'agent public d'un personnel non statutaire, identifie un contrat administratif
et recherche aussi le statut de domaine public d'un ouvrage. Pour répondre à la question posée, c'est-à-dire à la problématique de tout à l'heure, et au regard de la donne que je viens d'annoncer, il faut tirer comme enseignement les deux idées suivantes. On constate que devant le juge du tribunal administratif d'Antananarivo, le critère de service public emporte assez facilement l'application du régime de droit administratif. Ça, c'est le premier enseignement. Par ailleurs, on note, ça c'est le second enseignement, on note la netteté de l'application du critère d'affectation au service public pour compléter la définition légale du domaine public. Ces deux observations forment notre plan bipartite. Alors j'ai reformulé un peu le titre de la première partie comme ceci. Le constat d'une systématisation du lien de cause à effet entre participation à l'exécution de services publics et régime de droit administratif. Pour le juge du Téatana, reconnaissance de la participation à l'exécution de services publics emporte systématiquement application du régime de droit administratif correspondant au cas. Elle suffit donc à déterminer la qualité d'agent public de la personne concernée ou le caractère administratif d'un contrat, selon les cas. Parlons du premier cas, c'est-à-dire du cas de qualité d'agent public. Nous allons l'évoquer à partir de ce jugement datant d'octobre 2021, Madame Z contre la commune d'Ambumangakili, jugement dans lequel le TA a déclaré qu'un personnel de la commune recruté comme secrétaire d'état civil, participant ainsi à l'exécution du service public à caractère administratif d'état civil, doit être considéré comme relevant du personnel de droit public. J'ai choisi ce jugement en particulier en raison de sa rédaction et je vais d'ailleurs vous le lire. Considérant du tribunal qu'il est de principe que le personnel non statutaire travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont soumis à un régime de droit public. Qu'en l'espèce, la requérante ne justifiant pas de la qualité de fonctionnaire a été recrutée par la commune d'Ambumangakil pour servir en tant que secrétaire d'état civil, donc dans un service public à caractère éminemment administratif. Que dans ces conditions, les litiges découlant de sa relation professionnelle avec son employeur ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, que dès lors, contrairement à ce qui a été soutenu par la dite commune, le tribunal de Séan est compétent pour connaître du présent litige. On perçoit le particularisme de ce raisonnement du Téatana quand on sait qu'en cette matière de fonction publique contractuelle, la portée du critère de service public à faire un personnel d'un agent public a toujours été dans la jurisprudence de la Chambre administrative, ancêtre du Conseil d'État, conditionnée soit aux prévisions de la législation du travail, c'est-à-dire du Code du travail et de son décret d'application,
soit à l'appartenance de la personne, de l'agent concerné, à une hiérarchie élevée au sein de l'administration. Voilà. Le Théatana ne retient aucun de ces deux éléments. Voilà. Il suffit que la personne participe à l'exécution des services publics. Voilà. Pour qu'elle voit son statut, sa qualité relevée du droit public. Alors je vais revenir sur les deux conditions restrictives pratiquées par la chambre administrative, peut-être par l'actuel, le Conseil d'État, j'en sais rien. Mais voilà, en ce qui concerne la première condition restrictive qui consiste à vérifier si qui s'attache en fait aux dispositions du Code du travail, alors que le Code du travail n'exclut de son domaine d'application en fait que les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires. Donc, ce qui fait que sous l'empire de ce décret, on pourrait mal concevoir l'existence d'un agent public contractuel. Voilà. Et il y avait un arrêt rendu par la Chambre administrative là-dessus. C'était l'arrêt du RIF, l'arrêt du RIF, hein, du RIF c'est le nom du requérant, du 15 juillet 1967. Et pour rappel, M. Durif, recruté en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers de la ville d'Antananarivo et participant effectivement, là c'est la Cour qui le dit, la Chambre administrative, recruté en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers de la ville d'Antananarivo en participant effectivement en raison de la nature de ses fonctions à l'exécution du service public contre l'incendie. Voilà. M. Durif, malgré cela, s'est vu refuser la qualité d'agent public parce qu'il n'était pas fonctionnaire, magistrat ou auxiliaire, voilà, pour ne pas être soumis au Code du travail en application du décret de 1964. Voilà. Quand on fait un peu une comparaison, M. Durif aurait été reconnu agent public par le théâtre d'Antananarivo parce que, comme le dit Jean-Claude Mestre, qui a fait le commentaire de cet arrêt, je vais citer Jean-Claude Mestre, il a dit « M. Durif est capitaine des sapeurs-pompiers de Antananarivo. C'est un grade relativement important dans la hiérarchie, et surtout, il est à la tête du service public de lutte contre l'incendie, dont nul ne contestera l'importance dans une cité. Il n'en reste pas moins un agent privé. » Voilà. Voilà. Il y a une sorte de désolation de la part du commentateur, à juste titre peut-être. Alors ça c'est la première condition restrictive qui existait au niveau de la Chambre administrative. Et puis la seconde condition restrictive, c'est l'appartenance à une hiérarchie élevée au sein de l'administration, c'est-à-dire le fait d'occuper un poste élevé. Voilà. On peut appeler ça le privilège de classe. L'arrêt Ratzimandrava qui consacre cette solution, et Juliette Ratzimandrava est régulièrement citée aussi, est suffisamment connue pour que on s'attarde sur cet arrêt. Et il me semble que
Il ne me semble pas qu'il a été définitivement remis en cause d'ailleurs. Parlons à présent du second cas, le contrat administratif, en l'occurrence de fourniture. C'est l'objet, c'est-à-dire l'objet du contrat qui consiste à fournir des biens, cet objet n'exclut pas, l'objet qui consiste à fournir des biens n'exclut pas d'office pour le juge du TA Tana l'idée de participation du fournisseur à l'exécution du service public. Et à cet égard, le TA Tana a retenu qu'il y a eu participation au service public de la part du fournisseur dans le jugement qu'on va lire dans un instant, car sa prestation consistait à fournir des denrées alimentaires aux nécessiteux dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est en ce sens qu'il faut comprendre ce jugement du février 2022, sous l'occurrence M. R, contre Université d'Antananarivo. Le tribunal, dans cette affaire, a considéré que le contrat matérialisé par un bon de commande, suivi d'un titre d'engagement financier par lequel le président de l'université a chargé le requérant de fournir des denrées alimentaires aux étudiants logés dans les cités universitaires au cours de la période de l'état d'urgence sanitaire de 2020, résultant de la pandémie de Covid-19, était un contrat administratif, car il a fait participer le co-contractant à la lutte contre la pandémie, qui est une mission éminemment de service public. On sait que, fidèle à une position ancienne du Conseil d'État français, la Chambre administrative n'aurait pas adopté la même position. La Chambre administrative a toujours été réticente à l'idée de reconnaître le caractère administratif d'un contrat de fourniture en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun. Et je vous renvoie à cet égard à un arrêt de la Chambre administrative du 15 février 1975, Société Renault Madagascar contre commune de Béchouk, où il était par contre question de livraison d'un moteur électrique dans le cadre d'un marché de fourniture passé par bon de commande. Alors, en conclusion donc pour cette partie, et pour résumer, chez les juges du TA Tana, il y a une reconnaissance facile de participation à l'exécution de services publics. Et toute participation à l'exécution de services publics entraîne, selon le cas, la reconnaissance de la qualité d'agent public ou bien la reconnaissance du caractère administratif des contrats. Voilà. Alors, passons à la deuxième partie. On va parler comme enseignement des jugements sélectionnés, tiré des jugements sélectionnés. On va parler de la netteté de l'application du critère d'affectation du service public à propos du domaine public pour compléter la définition légale existante. Et cela à la lumière de deux jugements. Dans un jugement du 30 mars 2021, Madame Robert contre commune d'Antananarivo, l'ETA a eu à déterminer le statut d'un bloc sanitaire réalisé sur un terrain de la CUA dans le cadre d'une concession. L'ETA a retenu la domanialité publique de l'ouvrage compte tenu de son affectation au service public concédé au titre du fameux bien de retour de la concession. Il faut savoir que cette catégorie de biens, bloc sanitaire, ne figure pas dans l'énumération légale des biens du domaine public, d'où l'exercice de définition auquel s'est livré le juge du TA, avec des enjeux de compétences juridictionnelles
et d'application du régime de retour gratuit du bien concerné sur le fond du litige. Alors, je vous lis le considérant marquant du jugement. Considérant, dit le tribunal, dit l'UTA, que l'ouvrage en cause, en l'occurrence le bloc sanitaire, a été réalisé dans le cadre d'un contrat du 20 septembre 2020 par lequel la commune d'Antananarive a chargé la société HS de la réhabilitation de la gestion et de l'exploitation de blocs sanitaires et toilettes publiques pour les quartiers d'Ampasapito et d'Atatsuru, moyennant perception d'une redevance par cette société sur les usagers, que compte tenu de son objet et de la modalité de la rémunération de la société co-contractante, le contrat était un contrat de concession de service public, qu'indispensable au fonctionnement du service public concédé, le bloc sanitaire en cause constitue un bien de retour de la concession et qu'en cette qualité, il est censé faire partie du domaine public municipal dès l'origine. Plus loin, le juge ajoute que dès lors, en application du principe régissant le régime contentieux du domaine public, le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Et plus loin encore, sur la solution au fond, le tribunal déclare le retour de plein droit de l'ouvrage à la commune concédante après résiliation. Plus récemment encore, une ordonnance de référé expulsion du tribunal datant du 9 décembre 2022, dans le cadre d'un litige qui n'est pas relatif à la concession cette fois, a renouvelé cette analyse de domanialité publique fondée sur l'affectation au service public en expliquant que le domaine public militaire comprend, entre autres choses, c'est moi qui le dis, les biens immobiliers appartenant à l'État, affectés au ministère de la Défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions de service public de défense, qu'il en est ainsi des logements militaires. Fin de citation. La consécration ne peut plus naître par le tribunal. Le ralliement aux critères d'affectation aussi. Pourquoi le fait pour l'ETA d'appliquer le critère d'affectation au service public est-il un sujet? Voilà, c'est la question. En fait, tout simplement, parce que le critère en question n'est pas consacré par notre législation domaniale, tout simplement. Notre loi domaniale se contente de faire référence aux critères d'usage direct par le public, et ce, depuis 1926. L'exposé des motifs de l'ancienne ordonnance numéro 60-099 ne peut que nous éclairer davantage là-dessus, quand il mentionne qu'il n'a pas été possible, je cite, il n'a pas été possible de certaines suggestions présentées basées sur la jurisprudence et la doctrine française qui veulent qu'une affectation au service public confère le caractère de domanialité publique à l'immeuble affecté. Fin de citation. Et le fait, il faut dire que le fait que les biens énumérés par la loi, donc faisant l'objet de qualifications légales directes pour une grande part des biens affectés au service public, ne devrait pas changer ce contour du droit, parce que c'est dans la définition légale que les critères synthétiques en fait se trouvent. Et il faut dire aussi que la Chambre administrative de la Cour suprême de l'époque restera fidèle à cet esprit de la législation domaniale, à la lumière, par exemple, de son arrêt du 18 février 1967, Robert Louis, qui préfère rattacher la domanialité publique d'un marché, TSENA, à l'usage direct du public, plutôt qu'à l'affectation au service public
comme le fait le Conseil d'État français. Une petite historique pour terminer. En fait, historiquement, l'affectation au service public comme élément de définition du domaine public fut bien présente dans notre législation domaniale. En fait, c'était sous l'empire du décret de 1902, réglementant le domaine public à Madagascar, décret colonial du président de la République française, une sorte de décret autonome avant, apparemment influencé par une école de service public quelconque, peut-être de Bordeaux. Le décret en question dispose dans son article 1er que le domaine public comprend les choses qui, par leur destination, sont affectées à l'usage direct de tous ou à un service public. Voilà. Donc la consécration était très expresse, ce qui fait que la définition de ce décret, la définition du domaine public dans ces décrets était très moderne et c'est intéressant de voir que cette définition en fait a précédé l'arrêt Le Béton, l'arrêt les sociétés Le Béton de 54 ans. Parce que le Conseil d'État français ne consacrera ce critère d'affectation au service public pour le domaine public que seulement en 1956 avec cet arrêt que je viens de vous dire. Voilà. En guise de conclusion, j'aimerais évoquer une chose, un point. Le sujet, en fait, s'est limité au rôle de la notion de service public dans la définition des droits administratifs. Par conséquent, il a laissé de côté, notamment les questions des principes de service public, les principes directeurs. Pourtant, le principe de continuité en particulier est très présent aussi dans le raisonnement et les analyses du TA en matière contentieuse comme en matière consultative, car le TA et le TA en a une très haute idée en rappelant, si besoin, la valeur constitutionnelle de ce principe, valeur constitutionnelle qui tient à la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle qui parlait, par exemple, dans une décision du 7 janvier 1992, de principe général du droit à valeur constitutionnelle. C'est toujours ce principe de continuité de service public que le juge du TA d'Antananarive a mis en avant quand il avait à répondre aux demandes d'avis relatives à l'étendue du pouvoir des adjoints au maire assurant l'intérim des maires incarcérés pour une longue durée ou de celui du chef de région par intérim, voire du doyen de faculté. Voilà. Alors, à la lumière de tout ce qui a été dit, il y a lieu de noter que si le service public imprègne autant la réflexion du juge malgache, à l'instar du tribunal administratif d'Antananarive, c'est qu'il est encore vivant. Et pour moi, j'ai envie de conclure qu'on aurait peut-être pu intituler aussi l'événement d'aujourd'hui, 150 ans, 150e anniversaire de la notion de service public comme source du droit administratif. Voilà.